BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Alain Marron, ministre bruxellois de la Santé. On va parler avec vous, Alain Marron, de la vaccination parce qu'on sait qu'elle arrive. Alors, on sait qu'il faut attendre l'accord de l'Agence européenne du médicament, mais qu'a priori, les premiers vaccins, notamment celui de Pfizer-BioNTech, devraient être là dans le courant du mois de janvier. Est-ce qu'on est prêt pour vacciner en région bruxelloise? On sait qu'on doit commencer par les maisons de repos, personnel et pensionnaires. Ça va se passer comment? Alors, on se prépare à vacciner dans les maisons de repos, puisqu'effectivement, ce sera vraiment la première salve de vaccination. On sait que les maisons de repos ont payé un lourd tribut à l'occasion de la première vague, en tout cas. Elles sont beaucoup mieux préparées depuis la deuxième vague, mais il nous semble indispensable de vacciner prioritairement les résidents des maisons de repos, mais aussi les personnels de soins et tous les personnels qui travaillent dans les maisons de repos. Et donc ça, c'est acquis. Ce sera le cas au niveau fédéral et aussi au niveau bruxellois. Et donc, pour ces personnes-là, on va vacciner à l'intérieur des maisons de repos grâce à l'aide de la médecine du travail et des médecins coordinateurs. On a l'habitude de mener des opérations comme celle-là maintenant dans les maisons de repos puisqu'on fait des testings réguliers. Et donc, il y a une pratique, en fait, d'articulation entre l'administration régionale et les maisons de repos afin de protéger le personnel. Ouais. Donc ça devrait commencer, si tout va bien, dans le courant du mois de janvier. Est-ce qu'on a une idée du nombre de vaccins qui vont être à disposition de la région bruxelloise? Est-ce que ça va permettre de faire rapidement tous les pensionnaires et tout le personnel de ces maisons de repos et puis d'attaquer en même temps ou juste après le personnel des hôpitaux puisque c'est le deuxième groupe dans la liste? Le premier lot de vaccins dont va bénéficier Bruxelles est de 45 000. Donc, on pourra faire 45 000 injections dans la toute première phase. On va donc commencer par les maisons de repos, on vient d'en parler. On va aller aussi, évidemment, dans les hôpitaux. Il y aura une vaccination du personnel hospitalier. Et puis, encore juste un peu après, du personnel médical dit ambulatoire, c'est-à-dire, par exemple, les infirmiers, les infirmières à domicile, les personnes qui vont aider les personnes âgées à la maison, par exemple. Tous ces personnels vont aussi faire l'objet d'une attention particulière et d'une vaccination. Et pour cela, on fera la vaccination dans les centres de dépistage et centres de tri, comme on les appelle aujourd'hui. En tout cas, une partie de ces centres de tri seront reconvertis, c'est ça? Oui, donc on vient de faire un test grandeur nature ce matin même à Schaerbeek. J'y étais encore il y a 1 heure, où un des centres de test près du parc Josaphat, sera reconverti partiellement en centre de vaccination. C'est par exemple dans des centres comme ceux-là, oui, qu'on pourra pratiquer la vaccination de ces personnes-là. Oui, vous dites partiellement, c'est important. Ça veut dire que les 7 centres de dépistage qui sont actuellement ouverts en région bruxelloise, ils resteront ouverts, y compris pendant la période de vaccination? Donc nous n'allons pas diminuer notre capacité de testing. La capacité de testing de Bruxelles restera à son maximum qui est atteint aujourd'hui. Alors, ensuite, il faudra vacciner le grand public et on commencera pour les plus de 65 ans. Vous avez déjà une idée de la date à laquelle ça pourrait commencer? Est-ce que les laboratoires pharmaceutiques sont assez précis sur la délivrance des stocks dans le futur? Première question. Et deuxième question, ce sera également dans ces centres de dépistage améliorés ou reconvertis en partie, ou est-ce que ce sera ailleurs? Écoutez, j'ai envie d'être prudent. Donc, je vais répondre à votre question avec prudence. Donc, vous l'avez dit dans votre introduction, la plupart de ces vaccins, enfin la totalité de ces vaccins n'ont pas encore fait l'objet d'un agrément par l'Agence européenne du médicament. Par ailleurs, il y a encore des incertitudes sur les quantités qui vont être livrées et les dates de livraison. On a eu l'annonce de Sanofi ce matin, par exemple, annonçant un retard important sur son vaccin. C'est un vaccin qui était prévu pour arriver à la fin du printemps, plutôt au début de l'été. Il va arriver quelques mois plus tard. Ça, par exemple, ça va avoir un impact sur la programmation de la vaccination dans toute l'Europe et dans tous les pays d'Europe, et donc y compris évidemment aussi à Bruxelles à la fin. Donc moi, j'ai envie d'être extrêmement prudent. Il est prévu de commencer des phases de vaccination sur des publics prioritaires, donc les plus de 65 ans ou les personnes de plus de 45 ans, mais avec des facteurs de comorbidité ou de problèmes, par exemple du diabète, de commencer ça au printemps. Mais franchement, je ne veux pas m'avancer sur une date. Nous avons des dates de programmation. Elles sont établies avec le fédéral et les entités fédérées. Nous avons une programmation, mais elle est évolutive. Elle est évolutive selon quoi? Selon les fournitures effectives de l'industrie du médicament et de l'industrie du vaccin. Par exemple, Pfizer vient d'annoncer qu'il y aura un petit décalage dans ses fournitures. Forcément, alors que c'est dans quelques semaines, d'accord? Donc forcément, on doit s'adapter, nous, à chaque fois.
Ça veut dire Donc, que la on est vaccination dépendant, commence. en fait, de Ouais, ces- ça veut dire que la vaccination commencera pas en janvier, Alain Marron? Non, je ne dis pas ça. Elle commencera en janvier et elle se terminera sur la première salve à la date prévue, c'est-à-dire à la fin du mois de mars. Mais visiblement, de ce que j'ai compris de la part des informations qui arrivent de Pfizer et qui tombent via le fédéral, il pourrait y avoir un petit retard dans les premières livraisons. Ouais. Je sais que la ville de Bruxelles et le parc des expositions au Ezel vous ont fait une proposition, c'était d'organiser un grand centre de vaccination dans le palais des expositions qui est actuellement totalement vide puisqu'il n'y a plus de congrès. Proposition que vous prenez avec sérieux, vous allez y répondre positivement ou pas? Alors, on prend toutes les propositions avec sérieux. Pour le moment, au niveau de l'administration de la COCOM, donc à la région bruxelloise, on est en train d'examiner l'ensemble des alternatives une fois qu'on passera en phase 2 et en phase 3, c'est-à-dire vraiment une vaccination massive de la population. Ça pourra reposer sur des centres médicalisés, décentralisés, comme les centres de testing actuels. Ça pourrait passer aussi par des centres mobiles, mais ça pourra passer effectivement également par de grands centres massifs de vaccination. Toutes les hypothèses sont étudiées, donc évidemment celle du Ezel, mais bon, vous savez, pour le moment, il y a beaucoup de bâtiments qui sont vides à Bruxelles. Beaucoup de centres de congrès, de centres de rassemblement, etc., où les activités n'ont pas lieu, qui sont disséminés un peu partout dans la ville. C'est une des forces de Bruxelles, c'est que nous disposons de locaux. Mais la question prioritaire pour nous n'est pas tellement de trouver des locaux, ça je dirais ce sera relativement facile, c'est de trouver du personnel, le personnel en suffisance pour pratiquer la vaccination. Justement, ce sera qui? Et c'est là-dessus qu'on travaille. Et ce sera qui, ce personnel? Ce seront des infirmiers, des infirmières? Pour l'acte de vaccination en lui-même, c'est obligatoirement soit des médecins, soit des infirmiers et des infirmières. Alors, je voudrais évoquer une autre problématique avec vous, c'est la problématique du traçage, tracing, on dit souvent. S'occuper de retrouver tous ceux qui ont été en contact avec une personne testée positive et s'assurer aussi que les quarantaines sont bien comprises et bien respectées. Vous avez annoncé qu'en plus des 300 personnes qui travaillent dans le call center, il y aurait désormais une cinquantaine d'agents de terrain. Ça va être quoi leur mission ? En fait, désormais, ils sont déjà actifs depuis plusieurs semaines. Leur première mission, en fait, c'est d'aller sur le terrain ou d'aller sonner aux portes quand on ne peut pas avoir de contact téléphonique. C'est-à-dire quand les agents du call center n'arrivent pas à joindre de manière satisfaisante une personne, ce sont les agents de terrain qui vont sur place. Et ça, c'est depuis cet été déjà. Ce qu'il y a, c'est qu'on a renforcé fortement le dispositif avec 50 personnes sur le terrain pour aller un petit peu plus loin. Ce que nous voudrions, en fait, c'est que ces agents de contact deviennent aussi des agents de prévention. Ils sont sur le terrain, ils sont dans les quartiers, ils connaissent progressivement les problématiques, ils peuvent s'articuler avec les centres de soins locaux, avec les maisons médicales locales, etc., avec tous les gens qui œuvrent à la promotion de la santé dans les quartiers, pour essayer de faire comprendre aux personnes que c'est important de se mettre en quarantaine et d'essayer de comprendre aussi quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Il y a parfois des problèmes effectifs à se mettre en quarantaine. Des problèmes parce que le logement est trop petit, parce qu'il y a de la famille, parce qu'on doit quand même aller travailler ou obtenir des ressources, etc. Et d'essayer de trouver des solutions avec ces personnes. Ou en tout cas d'articuler le travail social avec le travail de mise en quarantaine pour être sûr qu'on améliore la mise en quarantaine des personnes. Essayer certes de les inciter, voire de les surveiller le cas échéant, mais surtout de les aider à se mettre en quarantaine. Ouais, donc ils sont présents sur le terrain, ils vont avoir de plus en plus de travail, ces agents, parce qu'on s'attend quand même à ce que les quarantaines, il y en ait beaucoup à la rentrée de janvier. S'il y a des gens qui partent dans les zones rouges, ils doivent théoriquement se mettre en quarantaine au retour, et on a annoncé du côté fédéral qu'on allait être sans doute un petit peu plus strict de ce côté-là. Ça va faire partie de leur mission ? L'ensemble en fait, de la surveillance de mise en quarantaine, surtout s'il n'y a pas eu de contact téléphonique préalable, relève de leur mission. Mais c'est vrai qu'on va essayer d'accentuer leur travail, surtout dans un certain nombre de quartiers prioritaires où la densité de population est plus forte et donc le risque de circulation du virus plus importante, où les logements sont plus petits et où la population a plus de problèmes de santé qui sont déjà identifiés et donc qui est plus à risque en soi. Ouais, une toute dernière question, Alain Marron. Il y a beaucoup de débats autour de Noël. On peut dire aujourd'hui qu'un nouvel assouplissement, c'est pas le moment, vu les chiffres, même si ça baisse à Bruxelles, hein, mais au niveau du Royaume, ça remonte. Vous savez, le Brabant flamand est en train de remonter. Donc moi, je ne parierai pas sur l'avenir à Bruxelles. J'espère que les chiffres ne remonteront pas à Bruxelles. Mais quand les provinces autour de Bruxelles sont en train de remonter, il n'y a pas des frontières physiques. Hein, donc il y a une perméabilité. Donc la situation épidémiologique actuelle, on est sur le fil, clairement. On est sur le fil. Donc on doit rester extrêmement prudent par rapport aux mesures qui sont prises. Nous ne voulons pas nous retrouver dans une situation où, une nouvelle fois, la situation épidémiologique nous échappe. Merci beaucoup Alain Marron, ministre de la Santé du gouvernement bruxellois, d'avoir été notre invité. Merci à vous.